Les polymères, c'est ce que l'on appelle communément dans la vie de tous les jours les plastiques. Alors de ces fameux plastiques, on en connaît plusieurs sous leur nom propre. Il y a par exemple le Kevlar, avec lequel on peut faire des gilets pare-balles pour la police. Il y a aussi le nylon, avec lequel on peut faire des collants ou des toiles de parachute. Il y a le téflon, avec lequel on peut faire des revêtements pour casseroles qui ne vont pas coller lorsqu'on va cuire. Il y aura aussi du rilsan, etc. Il y en a tout plein qui ont des noms communs. Et ceux-ci sont ceux que l'on appelle les polymères artificiels. Alors il n'y a pas que des polymères artificiels, parce qu'il y en a aussi qui sont naturels. Et donc de naturel, ça veut bien dire qu'on les retrouve dans la nature. Et quel type de polymère on va retrouver dans la nature? Il y a par exemple le caoutchouc, mais il y a aussi le coton, le bois est un polymère naturel, et aussi l'ADN qui est contenu dans nos cellules. Par exemple, une cellule est toute petite, elle fait à peine quelques micromètres de longueur, le noyau de la cellule est encore plus petit, et pourtant une molécule d'ADN fait quasiment 2 mètres de longueur. Donc c'est un polymère. Alors, comment est-ce qu'on va définir de façon plus rigoureuse un polymère? Un polymère, c'est une macromolécule qui est engendrée par la répétition d'une unité structurale que l'on va appeler le monomère. Et ça est la véritable définition rigoureuse d'un polymère en chimie. Alors comment est-ce que c'est fabriqué tout ça? On va prendre un certain exemple de monomère. Disons que par exemple nous avons un monomère, c'est-à-dire l'unité de base qui ressemble à cette chose-là. Alors le polymère sera engendré par la répétition successive de la même unité structurale. Donc là je mets des petits points pour symboliser qu'il y en aura plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers entre, et il y aura finalement un dernier. Et donc, ceci, il y en aura plusieurs milliers des monomères. Le nombre n de monomères, c'est-à-dire combien est-ce qu'il y en a à l'intérieur, c'est ce qu'on va appeler le degré de polymérisation. Donc il faut bien comprendre le mot degré ici comme nombre, quantité. Ce n'est pas forcément la température. À présent, on peut voir maintenant qu'un polymère, il est formé par une réaction de, forcément, polymérisation. Polymérisation. Où de petites molécules vont s'associer dans une réaction en chaîne pour former des molécules plus grandes. Donc, ils vont s'associer lors d'une réaction en chaîne, c'est-à-dire une réaction qui va commencer, puis continuer, puis continuer, puis continuer encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun monomère disponible pour terminer la réaction de polymérisation. Et justement, ces molécules plus grandes, c'est ce qu'on va appeler les polymères. Très bien, alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir un petit peu comment fonctionne la réaction de polymérisation, et notamment la réaction de polyaddition. Donc ici, nous remarquons le mot poly qui veut dire plusieurs, et le mot addition qui veut bien forcément dire addition. Évidemment, c'est une version très simplifiée que nous allons voir ici, parce que la version réelle est beaucoup plus compliquée que ça. Mais la version simplifiée nous suffira amplement pour le moment. On va partir de cette molécule-là, qui est un alcène contenant 2 atomes de carbone. Il s'agit donc de l'éthène. L'éthène, c'est le nom officiel en chimie. Par contre, il a son petit surnom bien à lui, on l'appelle aussi l'éthylène. Ça, c'est le mot à savoir d'après la nomenclature, et ça, c'est juste un petit additif pour la culture générale. Alors, il faut bien retenir 2 choses sur la molécule d'éthène. C'est que ici on voit qu'il y a
une liaison double. Alors on parle toujours de une liaison double. Mais en fait, la liaison double est constituée de deux liaisons. Nous avons ici la première liaison qui est en dessous et la deuxième liaison qui est au-dessus. Et ces deux liaisons n'ont pas du tout le même caractère. En fait, la liaison qui est en dessous, elle est très solide. Il est quasiment impossible de la briser. Et la liaison qui est au-dessus, au contraire, elle est extrêmement fragile. Étant donné qu'elle est fragile, celle-là, on va pouvoir la briser pour l'utiliser et faire des réactions de polymérisation par la suite. Donc, nous avons ici notre liaison fragile en bleu et notre liaison solide en orange. Alors, cette liaison-là, en fait, étant fragile, elle peut très bien se briser. Donc, on va symboliser la liaison qui va se déplacer et elle va ici attaquer un atome de carbone. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque ça va attaquer un atome de carbone? Alors, on va montrer ce qui se passe. Donc, nous avons ici nos atomes de carbone et nos atomes d'hydrogène. Nous avons ici notre liaison solide qui n'a pas bougé. Et ça nous attache les deux atomes de carbone ensemble. Ici, nous avons toujours les deux atomes d'hydrogène. Et cette fois-ci, la liaison fragile bleue s'est détachée du premier atome de carbone et est restée attachée au deuxième atome de carbone et va venir s'attacher sur celui-ci que j'entoure en bleu. Et donc, ce qu'on va obtenir, c'est cette combinaison-là. Donc, nous avons ici toujours nos 4 atomes d'hydrogène et nous avons les liaisons qui sont contenues dans la deuxième molécule. Donc, nous avons la liaison fragile ici et la liaison solide en dessous. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? Il y a deux petits problèmes. Pour ce carbone-là et pour ce carbone-là, on remarque qu'il y a un problème avec la valence. En effet, la valence du carbone est égale à 4. Ça veut dire qu'il va faire 4 liaisons. Or, ici, on voit qu'il n'y a que 3 liaisons. Et ici, on voit qu'il y a 5 liaisons. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire que cette façon de faire ici n'est pas juste. Alors, pour remédier à ce problème, il va falloir considérer une deuxième possibilité. Et cette autre possibilité est la suivante. Donc, on va redessiner notre molécule maintenant. Donc, nous avions ici deux premiers atomes de carbone et nos atomes d'hydrogène. Il y a toujours ici la liaison solide entre les deux et la liaison fragile, donc avec la flèche ici, s'est déplacée pour attaquer le troisième carbone. On va représenter maintenant ce troisième carbone, ici le quatrième. On ne va pas oublier les atomes d'hydrogène, évidemment. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire en fait qu'on a ici la liaison qui est solide. Je me suis trompé de couleur, c'est en orange. Voilà. Et en fait, la liaison fragile qui était ici, elle-même a commencé à se déplacer pour se retrouver là, de l'autre côté du carbone. Donc elle a disparu et elle n'est plus là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le carbone qui est ici, on a perdu une liaison covalente. Ça veut dire alors qu'on a ici une charge qui est positive. Il manque un électron pour ce carbone, donc la charge sera positive. Et de ce côté-là, on aura une charge négative parce qu'il y aura des électrons en trop. Mais aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'ici, il y a une liaison dans le vide. Donc cette liaison qui est là, elle relie rien. Donc c'est un petit problème ça. Ce qui fait qu'en fait, présent, chaque liaison bleue, donc les liaisons qui sont fragiles, va se détacher du monomère et va attaquer le monomère suivant.
Donc la liaison qui est là, en fait, ne va pas rester toute seule dans le vide, elle va continuer, se promener pour attaquer le monomère suivant. Lui-même va perdre sa liaison bleue pour faire une attaque sur le monomère suivant. Et c'est exactement ce qui est symbolisé ici. Donc la liaison bleue, ici, va se déplacer et sauter sur ce carbone-là. Ce qui fait que, pour le carbone représenté en bleu, ici, la liaison bleue va se détacher et attaquer le monomère suivant. Celle-ci va se détacher et attaquer le suivant, et ça va continuer ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle la réaction en chaîne. Réaction en chaîne parce qu'elle continue sans jamais s'arrêter. Enfin, si elle va s'arrêter au bout d'un moment, lorsqu'il n'y aura plus de monomère disponible. Mais justement, à la fin de la réaction, il va exister en fait deux possibilités. Donc tout à la fin, ce qu'on va obtenir, c'est ce polymère-là. Nous avons une longue chaîne carbonée avec des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Du côté gauche, nous voyons une charge positive parce que la valence du carbone n'est pas respectée. Et du côté droit, nous voyons une charge négative aussi. Et la valence n'est pas respectée. Donc, il y a deux façons de remédier à ce problème. La première façon, que je vais représenter en bleu, c'est que la charge négative, ici, va réagir sur la charge positive, parce que les charges positives sont attirées par les charges négatives. Et ici, cette liaison-là, au lieu de rester dans le vide, elle va pouvoir s'attacher au carbone qui est chargé positivement. Et en faisant ça, donc, la liaison est partie de là pour aller jusqu'ici, et ça va nous former ici donc toute une chaîne de polymères. On obtient ici ce qu'on appelle un polymère boucle. En connectant la charge négative sur la charge positive, on va obtenir une gigantesque boucle. Donc ça, c'est la première façon de terminer la réaction de polymérisation. Mais il s'avère que si cette chaîne est trop grande, il est très difficile de plier la chaîne de polymères. Si elle fait plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'unités monomériques de longueur, elle va avoir beaucoup de mal à bouger. Et donc, elle serait très instable avec ces deux charges positives et négatives. Donc la deuxième possibilité pour résoudre ce problème, ce serait de rajouter quelque chose à l'intérieur du réacteur qui fait la polymérisation. Et ce quelque chose, ça pourrait être par exemple une molécule de chlorure d'hydrogène. Le chlorure d'hydrogène, on peut très bien l'écrire sous forme de H+, Cl-. Alors, on voit qu'il y a une charge positive sur l'hydrogène, et la charge négative qui est située ici va pouvoir réagir alors sur l'hydrogène. Et de même, la charge positive de la chaîne polymérique va pouvoir réagir sur le signe négatif du chlorure. Donc, ici, nous avons donc en couleur verte la charge négative qui va réagir ici sur l'hydrogène. Et le chlore va réagir ici sur la partie positive. Ce qui fait que du côté gauche, il y aura un atome de chlore qui va s'attacher. Et du côté droit, il y aura un atome d'hydrogène qui s'attachera. Donc on reconnaît bien ici notre molécule de HCl qu'on avait au départ, seulement elle a été coupée en deux. La première moitié s'est retrouvée à gauche, l'autre moitié s'est retrouvée à droite. Et ceci, c'est ce qu'on appelle un polymère linéaire. Linéaire tout simplement parce qu'il est en ligne droite. Alors imaginons que nous avons 100 000 atomes de carbone. Il y aura une certaine propriété chimique. Et donc si on rajoute juste un seul atome de chlore tout à fait au bout de la chaîne, un atome de chlore comparé à 100 000 atomes de carbone, on va dire que ça ne fera pas grand-chose en différence de propriété tout à la fin. Donc ce n'est pas tellement dérangeant de rajouter une petite molécule qui ne serait pas forcément du même caractère que le polymère. Très bien. Donc en général, lorsque l'on a N monomères, alors le polymère qu'on va obtenir sera en fait le monomère qui sera attaché N fois. Et tout ça, c'est ce qui forme alors le polymère. Et le N, ici, portera un nom particulier,
c'est ce qu'on va appeler le degré de polymérisation. Alors, ce degré de polymérisation, comment est-ce qu'on va le représenter? N est égal à la masse molaire du polymère divisé par la masse molaire du monomère. Donc ça, c'est pour le polymère, et ça, c'est pour le monomère. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? Donc on va revenir à notre molécule d'éthène, et on va calculer la masse molaire de ce monomère. Donc, c'est égal à 2 fois la masse molaire du carbone, plus 4 fois la masse molaire de l'hydrogène. Ce qui donne donc 2 fois 12, plus 4 fois 1 gramme par mol. Et finalement, nous obtenons, pour le monomère, 28 grammes par mol. Admettons que nous avons un polymère qui a une masse molaire de 420 000 grammes par mol. Alors, ça veut dire que le degré de polymérisation, N, sera égal à 420 000 grammes par mol, divisé par la masse molaire du monomère, c'est-à-dire 28 grammes par mol. Et ça va nous donner 15 000. On remarque que les grammes par mol divisé par des grammes par mol, ça ne donne plus aucune unité. On obtient bien ici 15 000, c'est-à-dire un nombre sans unité, c'est-à-dire le nombre de monomères qui se trouvent à l'intérieur. Bien. Alors, avec le degré de polymérisation, il est aussi possible de retrouver de quel monomère un polymère est constitué. Et ça va être beaucoup plus intéressant. On va voir, par exemple, le téflon. Donc le téflon qui permet de recouvrir certaines poêles pour faire la cuisine. Typiquement, pour faire des crêpes, ou encore pour faire des steaks. Ça évitera que la viande reste accrochée ou que les crêpes se mettent à brûler sur la casserole. Donc admettons qu'on a ici notre poêle, on va en prélever ici un petit échantillon, et le chimiste, après avoir prélevé son échantillon, se rend compte que la masse molaire de ce polymère est égale à 9 500 000 grammes par mol. Et avec certaines techniques d'analyse, il trouve que le degré de polymérisation est égal à 9500. Donc oui, degré de polymérisation, on peut l'écrire N, on peut aussi l'écrire dP, bien que N soit plus utilisé. Bien, alors maintenant, on a le choix. Le chimiste pense que le téflon est soit la première molécule, soit la deuxième molécule, soit la troisième molécule. Et pour trouver quelle molécule c'est, en fait, le téflon, il a besoin de ces deux informations. Tout d'abord, le degré de polymérisation qu'il a pu mesurer avec son appareil, et ensuite la masse molaire du polymère qu'il a aussi pu mesurer avec son appareil. Alors pour le faire, c'est pas compliqué du tout. On va écrire ici la définition du degré de polymérisation. C'est égal à la masse molaire du polymère divisé par la masse molaire du monomère. Donc de là, on peut en déduire la masse molaire du monomère. Ce sera égal à masse molaire du polymère divisé par le degré de polymérisation. C'est donc égal à 9 500 000 grammes par mol divisé par 9500. Et ceci nous donne 100 grammes par mol. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette information-là? On sait que le monomère a une masse molaire de 100 grammes par mol, donc parmi les monomères 1, 2 ou 3, il va falloir identifier celui qui a la bonne masse molaire. Alors, la masse molaire du premier ici, si on la calcule, c'est égal à 98,5 grammes par mol. La masse molaire du deuxième est égale à 100 grammes par mol. Et la masse molaire du dernier est égale à 64 grammes par mol. Or, on a identifié grâce à la masse molaire du polymère et au degré de polymérisation que c'est égal à 100 grammes par mol. Donc la molécule constitutive du téflon est en fait celle-ci. C'est du C2F4. La plupart des polymères synthétiques n'ont pas de nom commun, mais ils ont un acronyme. Un acronyme, c'est-à-dire que ce sont plusieurs lettres collées ensemble pour faire un diminutif.
Et cet acronyme, il va se retrouver sur un symbole qui est souvent gravé sur l'objet. Donc c'est une bouteille en plastique ou alors un jouet en plastique. Et souvent, ça ressemble à 3 flèches qui sont présentées de cette manière-là. Et au milieu, ici, nous avons souvent 1, 2, 3 lettres, plusieurs, qui vont nous donner ici, en fait, quelle est la constitution du polymère. Avec ces 3 lettres, on va pouvoir retrouver la constitution du polymère. Et la flèche brune ici, ça indique tout simplement que ce polymère est recyclable. Alors, si vous voyez les abréviations LDPE, HDPE, ça veut dire Low Density Polyethylene ou alors High Density Polyethylene. En fait, tout ça, ça vient du polyéthylène. Ça dépend s'il est très compact ou s'il est plutôt expansé, on va dire. Et polyéthylène, c'est ce qui vient au départ de la molécule d'éthène C2H4, ce qu'on avait vu tout au début. Et le PS, c'est en fait pour polystyrène. Le polystyrène, c'est un polymère qui est tout blanc, et lorsqu'il contient un petit peu de dioxyde de carbone, c'est ce qui est utilisé pour faire la mousse de protection des objets lorsqu'on les transporte par la poste. Et le polystyrène est fait à partir de cette molécule-là. Donc on se rend compte que ça ressemble presque à de l'éthène. Seulement ici, il y aura un anneau qui est constitué de 6 atomes de carbone, avec une alternance de liaison double et de liaison simple, et bien évidemment, il y a un hydrogène sur chaque atome de carbone. Donc les polymères les plus courants qu'on rencontre dans la vie de tous les jours sont ceux-ci. Alors ces polymères, ils sont bien jolis, mais il y a un problème, c'est leur recyclage. C'est bien beau de les utiliser, mais il faut aussi pouvoir les réutiliser. Alors les polymères artificiels sont pour la plupart faits à partir de pétrole. En fait. Donc, le pétrole, c'est très utile pour avoir de l'essence ou du diesel pour pouvoir se déplacer, mais c'est surtout plus utile pour avoir des polymères. Alors il faut savoir que 1000 kg de polymères qui sont recyclés permettra d'économiser 800 litres de pétrole environ. Dépendra toujours du polymère qu'on considère, mais en moyenne, pour 1000 kg de polymère recyclés, on va pouvoir économiser 800 litres de pétrole. Ce qui est vraiment pas mal, sachant qu'il y a des millions de tonnes de polymères qui sont recyclés chaque année. Alors comment est-ce qu'on va recycler les polymères ? Première chose à faire, c'est tout d'abord le tri. Donc ça, on fait à la maison, on met dans la poubelle à plastique. Ensuite, lorsque ça arrive à l'usine de recyclage, ce sera lavé et pour être honnête, ce sera surtout dépollué. Ensuite, les plastiques seront découpés, donc il y aura un découpage en morceaux. Et finalement, ces morceaux seront réduits en poudre très fine. Et cette poudre pourra alors être fondue, donc il y aura une fonte de la poudre, et ensuite il y aura un moulage pour faire de nouveaux objets. Donc d'abord on va trier, laver, on va découper, on va en faire de la poudre. Cette poudre va être chauffée, elle va fondre et on va pouvoir en faire un nouvel objet. Le problème, c'est que dans la théorie, c'est très joli, mais en pratique, ce n'est pas toujours possible. On ne peut pas toujours recycler tous les polymères. Et les polymères qui ne sont pas recyclables, souvent, sont simplement brûlés. Donc en les brûlant, on va récupérer de la chaleur pour se chauffer en hiver. Mais dans certains cas, ils sont tout simplement jetés, ils se retrouvent dans la nature, et c'est ce qui donne la pollution des océans par le plastique. Alors l'impact des polymères sur la société. Ils sont extrêmement présents parmi nous. Donc tout par exemple. Nous avons les vêtements. Alors, on a souvent des chaussettes qui sont faites en polyester et les dames portent des collants ou des bas qui sont faits en nylon. Les équipements de sport, il y a par exemple les raquettes de tennis, mais il y a aussi les balles pour jouer au foot, il y a les skis pour aller dans la neige en hiver, tout ça c'est fait à partir de polymères. On trouve aussi beaucoup de polymères dans le domaine de la santé, par exemple dans les sparadraps,
c'est-à-dire pour soigner une blessure. On les trouve aussi dans les béquilles, c'est-à-dire si vous vous cassez une jambe, une grande partie de la béquille pour vous aider à marcher est faite en polymère. On les trouve aussi dans les chaises roulantes. Elles sont en grande partie constituées de polymères. Et on les trouve aussi dans les automobiles et notamment dans les pneus. Alors, les pneus, quelque chose de très très intéressant. Pourquoi? Parce que les pneus sont faits à partir de caoutchouc. Le caoutchouc, si on prend un microscope très puissant, on se rend compte qu'il est constitué de fibres qui sont très proches les unes des autres, comme ça. Mais il a un grand inconvénient, c'est qu'il est fragile. Donc les premiers pneus d'automobile étaient faits en caoutchouc, mais ils ne duraient pas très très longtemps, tout simplement parce que les chaînes polymères, donc les différents fils qu'on voit partout ici, se détachaient les uns des autres et un pneu ne pouvait pas rouler beaucoup de kilomètres. Alors il y a un procédé qui a été inventé au 19e siècle qui s'appelle la vulcanisation. Vulcanisation, ça vient de Vulcain, qui est en fait le dieu des volcans chez les Romains, le dieu de la forge, le dieu des forgerons. Pourquoi? Parce qu'on va rajouter du soufre. Le soufre se trouve souvent dans les volcans et c'est pour ça qu'on appelait ce procédé la vulcanisation, tout simplement. Donc il y aura un ajout de soufre. Soufre qui a pour symbole chimique S. Donc si on prend nos grandes chaînes polymères ici et qu'on rajoute du soufre, ce qu'on va obtenir à la fin, ce seront toujours nos chaînes polymères. Celles-là n'auront pas changé de place. Par contre, les atomes de soufre vont s'attacher deux par deux. Un atome de soufre s'attachera à une chaîne, et l'autre atome de soufre s'attachera à l'autre chaîne. Et alors ce qu'on remarque maintenant, c'est qu'en rajoutant du soufre par le procédé de la vulcanisation, les chaînes polymères étant attachées entre elles, elles seront beaucoup plus fortement liées et donc beaucoup plus difficiles à séparer. Et si elles sont beaucoup plus difficiles à séparer, eh bien ça veut dire que les pneus seront beaucoup plus résistants. Alors ça c'est le grand avantage, ils sont plus résistants. Mais par contre, les pneus ne sont pas recyclables du tout. Il est impossible de recycler un pneu, du moins avec les technologies actuelles. Et c'est pour ça que beaucoup de pneus sont tout simplement brûlés, ou sont perdus dans la nature. Mais en fait, une technique pour les recycler, en fait, pour faire du pseudo-recyclage, c'est de prendre les pneus, de les détruire en tout petits morceaux, et ils sont incorporés dans le macadam et dans le goudron pour en faire des routes. Et beaucoup de routes modernes, en fait, sont construites avec des vieux pneus qui ont été détruits.